Good morning, everybody. Bonjour à tous au Canada et en dehors du Canada. Je tiens à souligner que le groupe de réflexion sur l'Afrique tient cette session virtuelle à partir du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe Algonquin. I would like to acknowledge that the Africa Study Group is hosting this meeting from the traditional unceded and unsurrendered Algonquin Anishinaabe territory. I am Sheikh Pangura, President of the Africa Study Group, and I have the honor to be the moderator for this session. As part of our series of discussions on governance and security in Africa, we are discussing today the impacts of violent extremism and terrorism in Africa. This session is simultaneously interpreted. Please select your language of choice from the globe symbol at the bottom of the screen. L'interprétation simultanée est disponible. À notre audience, veuillez accéder en cliquant sur le symbole de la planète au bas de l'écran. Bonjour à tout le monde et bienvenue à vous tous. Avant de continuer, j'aimerais aussi vous préciser que nous avons un nombre excédent de participants pour cette session. Et nous demandons donc aux participants d'envoyer leurs questions dans la zone de chat et nous pourrons les récupérer pour les transmettre à nos intervenants. Bienvenue encore une fois et nous allons nous tourner vers le vif du sujet. Nous parlons de l'impact de l'extrémisme violent et du terrorisme en Afrique. Il s'agit d'une séquence qui tombe dans la série que nous avons engagée quelques mois en matière de gouvernance et de sécurité en Afrique. Nous disions que l'indice mondial du terrorisme 2019 indiquait que 10 des 20 pays les plus touchés par le terrorisme se trouvaient en Afrique. L'indice 2020 révèle que 7 des 10 pays ayant connu la plus forte augmentation du terrorisme se trouvent en Afrique subsaharienne. Ces pays sont le Burkina Faso, le Mozambique, la République démocratique du Congo, le Mali, le Niger, le Cameroun et l'Éthiopie. Le Burkina Faso a connu la plus forte augmentation du terrorisme en 2020, avec des victimes passant de 590% en 2019 à 593 en 2020. Les défis sont complexes et les solutions exigent, à notre avis, une compréhension des aspects existentiels du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique. Je m'excuse. Pour en parler, nous avons fait appel aujourd'hui à ceux qui savent plus que nous, à des intervenants tels que M. Zaidi Kaba et M. Boubacar Salif Traoré. M. Boubacar Salif Traoré nous joindra en cours de session. Nous estimons qu'il a quelques problèmes techniques, mais il nous joindra en cours de session, nous en sommes conscients. M. Zaidi Kaba est journaliste, écrivain et chercheur.
et a été rédacteur en chef central de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique et chef du bureau parisien de l'agence panafricaine d'information Panapresse. Chroniqueur et reporter pour Le Monde d'Afrique, il commente régulièrement l'actualité africaine sur plusieurs médias internationaux, parmi lesquels, évidemment, TV5, France 24, la BBC, La Voix de l'Amérique. Zaïdik travaille également sur les problématiques de paix et de sécurité au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Il est auteur de récents ouvrages tels Voyage au cœur de Boko Haram, Enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne, et en janvier 2021, donc tout récemment, Pour comprendre Boko Haram, un ouvrage réactualisé et réédité en septembre 2021, suite à la disparition brutale en avril 2021 du président tchadien Idriss Déby Itno et le décès en mai 2021 d'Aboubacar Shekau, l'ex-chef de Boko Haram. Zaïdik Kaba est titulaire, je mentionnerai, du doctorat de l'Université de Valenciennes en France en sciences de l'information et de la communication. Sois le bienvenu sur notre plateau. Merci beaucoup. Et aussi, nous avons M. Boubacar Salif Traoré. Soyez la bienvenue. Je vois que vous avez pu nous rejoindre. Merci, M. Bamako. Vous nous rejoignez de Bamako. Soyez le bienvenu. Et Boubacar Salif Traoré est le directeur d'Afrique Globe Conseil et est spécialisé dans les questions de défense et de sécurité dans la région du G5 Sahel. Il est diplômé de l'École de hautes études internationales de l'Université Jean Moulin, Lyon 3, de l'École de guerre économique et de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Il est également auditeur à l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris. M. Traoré est auteur du livre Pour un nouveau progressisme africain et co-auteur du rapport sur la faible participation des pays africains francophones aux opérations de maintien de la paix, ainsi que du rapport sur la modernisation des armées africaines. Boubacar Salif Traoré est également consultant et formateur pour plusieurs organisations sur les questions de sécurité et de développement. Merci à vous deux. Et nous allons, comme je le disais tout à l'heure, nous mettre au vif des discussions. Et je passerai la parole donc immédiatement à M. Abba, qui va faire une présentation de 20 minutes. Nous allons essayer de nous en tenir aux 20 minutes. Et la présentation sera suivie par celle de M. Boubacar Salif Traoré. Ensuite, nous passerons à la série des questions et réponses. La parole est à vous, M. Abba. Un grand merci au groupe de réflexion sur l'Afrique et particulièrement à Cheikh Bangoura de cette opportunité de parler de l'extrémisme violent et du terrorisme en Afrique à un auditoire majoritairement canadien, puisque comme vous savez, ces problématiques, souvent, on s'y intéresse en fonction de la distance géographique et le Canada étant géographiquement un peu éloigné de l'Afrique, il est évident que ça n'a pas la même résonance qu'en Europe. Et quand on regarde même en Europe, c'est parce que, en partie, il y a des soldats européens qui sont dans le théâtre, notamment au Sahel, qu'une partie de l'opinion s'y intéresse et souvent, l'intérêt pour la sécurité et l'extrémisme violent au Sahel revient dans les opinions publiques européennes à l'occasion d'une prise d'otages ou d'une libération d'otages. Donc, je suis particulièrement heureux de cette initiative de parler. Mon frère Boubacar Salif Traoré, avec lequel j'ai souvent débattu sur des médias, la Deutsche Welle, d'autres médias aussi, partage ma démarche qui est d'expliquer, d'intéresser
des personnes éloignées à ce qui se passe chez nous parce que c'est d'une prise de conscience collective avec la contribution de nos partenaires que nous arriverons à cette chaîne. Ce préalable étant dit, moi, je vais surtout principalement parler du cas de Boko Haram et vous aurez compris à la suite de mon exposé et de celui de Boubacar qu'en réalité, c'est une problématique qui intéresse l'ensemble du continent africain parce que la question terroriste part du nord de l'Afrique avec la situation en Libye où l'État islamique est implanté. Elle arrive à l'ouest de l'Afrique avec la situation au nord Mali. Elle continue au centre de l'Afrique avec ce qui se passe autour de Boko Haram, au Tchad et au Cameroun. Elle remonte en Afrique orientale avec les Chebab. Elle redescend en Afrique australe avec la situation au Mozambique. Donc, c'est un axe de crise qui concerne tout le continent. Et moi, je vais parler du cas spécifique de Boko Haram et vous verrez la complémentarité et on aura l'occasion de débattre. Compte tenu du délai qui m'est imparti, je ne veux pas rentrer dans la question de la naissance de Boko Haram, comment Boko Haram est né, comment ça a grandi. À l'occasion de l'échange de la partie échange, je pourrai répondre à toutes les questions. Je vais principalement parler de l'internationalisation de Boko Haram. Parce que comme vous savez, après sa création en 2003, de 2003 jusqu'en 2009, Boko Haram était un mouvement non violent qui reposait surtout sur le prosélytisme. J'ai l'habitude de dire que pendant cette période, Boko Haram a utilisé les arguments la force des arguments et non les arguments de la force. Pendant cette période, il n'y avait pas eu de mouvement. Et à partir de 2009, Boko Haram bascule dans la violence et se met à utiliser cette fois-ci la force comme argument pour persuader les gens pour procéder au recrutement. Mais de 2009 à 2015, Boko Haram est resté essentiellement un mouvement nigérian. Ses activités se passaient essentiellement dans les États du Nigeria, le Borno, Bauchi, Kano, etc. Et à partir de 2015, Boko Haram devient un mouvement sous-régional avec en février les premières attaques sur le territoire du Niger, en juin le double attentat en N'Djamena contre l'école de police et le commissariat central, puis Boko Haram étend ses activités dans le grand nord du Cameroun avec des opérations, des attaques dans la zone régulière d'ailleurs dans la zone de Kolafata. Cette internationalisation du mouvement va se poursuivre avec l'allégeance de Boko Haram à l'État islamique. En mars 2015, Boko Haram décide de faire allégeance à l'État islamique et devient en ce moment la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Pour l'État islamique en Irak et en Syrie, le fait d'avoir une province en Afrique de l'Ouest confirme son agenda de construire le califat. Parce que le califat étant une expansion territoriale, le fait d'avoir une province en Afrique, c'est clair qu'en plus de l'Irak et de la Syrie, plus le nord de l'Afrique avec la Libye, ça apporte de l'eau au moulin de l'agenda djihadiste qui est de construire le califat. À partir de 2016, il y a une scission dans Boko Haram. Boko Haram se divise en deux. Il y a l'aile de Aboubakar Shekau qui reste à Sambisa sur la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Et l'autre aile, celle de Mahamat Nour, qui est la province de l'État islamique, qui reste, elle, dans le bassin du lac Tchad. L'internationalisation de Boko Haram va aussi se poursuivre avec les différentes passerelles que le mouvement va poser avec les groupes djihadistes qui sont au nord du Mali. On a pu documenter sur cette question de relations, de coopération, d'assistance technique entre guillemets, et même de relations financières entre Boko Haram et les mouvements djihadistes. Par exemple, il a été intercepté à 2 reprises au moins sur le territoire du Niger, un convoyage de fonds à partir du Nord Mali vers Boko Haram, les services de sécurité ont intercepté un transfert de fonds de 115 000 euros, un autre de 25 000 euros. Excusez-moi, monsieur Abba, excusez-moi de vous interrompre. C'était pour vous rappeler qu'il y a l'interprétation qui suit. Donc, je voudrais vous suggérer peut-être d'aller plus lentement. D'aller plus lentement pour que nos auditeurs anglophones puissent profiter pleinement de l'interprétation. D'accord. Mais écoutez, voilà. J'intègre la dimension temps pour aller vite, mais je vais faire l'effort de ne pas aller vite, donc d'être
je ne reviens pas sur... Non, non, non. On va juste continuer. C'était pour permettre à l'interprète de pouvoir mieux vous suivre avec l'interprétation. Voilà. Continuez. Vous pouvez juste continuer, M. Abba. Vous m'entendez? Je crois qu'on a un problème de communication avec M. Abba. Je crois qu'on va reprendre, on va prendre le relais avec M. Boubacar Salif Traoré en attendant que M. Abba puisse nous rejoindre. Vous voulez activer votre microphone, M. Salif Traoré? Oui, oui, M. Bangoura. Voilà, je crois qu'on a été déconnecté avec M. Abba. Donc, on va... Il revient. Voilà, M. Abba, vous êtes là? Vous voulez... Son micro est fermé. Votre microphone, le microphone. Voilà. 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 On va continuer. Donc, j'en étais aux relations entre Boko Haram et les mouvements du Nord Mali et je disais que il y a plusieurs formes de relations. Il y a les relations d'assistance technique. On pourra développer cet aspect dans nos discussions. On a pu voir, par exemple, que Boko Haram a appris à poser des mines antipersonnelles. Au départ, Boko Haram ne savait ni fabriquer ni poser des mines antipersonnelles, mais c'est des experts techniques, entre guillemets, qui sont venus à partir des relations du Nord Mali pour apprendre aux gens de Boko Haram à poser des mines antipersonnelles. Et les gens de Boko Haram aussi, par exemple, lors de l'attaque de Tongo Tongo, sur la frontière entre le Niger, le Mali et le Burkina, en octobre 2017, où 4 soldats bérets verts américains de forces spéciales ont été tués avec 4 soldats nigériens. Là aussi, on a vu une participation des éléments de Boko Haram à cette attaque. Donc, il y a des relations de coopération, des relations d'assistance financière entre Boko Haram et les mouvements djihadistes du nord du Mali. Et ça explique un peu l'internationalisation de Boko Haram. Après cet élément sur l'internationalisation, je voudrais m'attarder sur les facteurs d'embrigadement. Qu'est-ce qui explique que l'extrémisme violent avance en Afrique, notamment dans le cas de Boko Haram, et qu'est-ce qui explique que des jeunes puissent s'embarquer? Nous avons procédé, dans le cas de Boko Haram et dans le cas du Niger, à une série d'entretiens. On a interrogé une centaine de jeunes ex-combattants de Boko Haram, des repentis, des gens qui sont revenus volontairement, parce que le Niger a mis en place un programme à partir de décembre 2016, repentir contre pardon. Quand quelqu'un de Boko Haram revient de son propre gré, il n'est pas poursuivi, il est au contraire pris en charge dans un centre de déradicalisation, de formation professionnelle et de réinsertion sociale. Donc, nous avons interrogé une centaine de jeunes qui étaient dans ce centre. Et ce que nous avons constaté, il y a très peu de jeunes qui sont partis par conviction religieuse. Certains nous ont même dit, nous, la prière, ce n'est pas notre affaire. Mais ils sont partis parce que Boko Haram était devenu le seul employeur, entre guillemets, la seule personne qui était venue leur proposer un travail. Donc, du fait de leur oisiveté, ils sont partis dans Boko Haram et c'est devenu pour eux un travail. Ce n'est pas le facteur idéologique qui est le plus important au cours des entretiens que nous avons réalisés. Il y avait plus de motivation matérielle des gens qui voulaient, parce que Boko Haram a proposé une moto, a proposé une femme, une épouse, a proposé une sorte de package de bienvenue avec des indemnités d'installation, entre guillemets. Et tout ça a motivé des jeunes à partir dans les rangs de Boko Haram. À côté des facteurs non idéologiques, il ne faut pas se cacher la vérité. La question de la gouvernance aussi, les injustices ont poussé certains jeunes à aller dans les rangs de Boko Haram parce que ils ont été victimes d'une injustice. L'État n'a pas réparé l'injustice dont ils ont été victimes. Ils se sont dit, bon, autant aller
rejoindre Boko Haram pour contester cet État qui n'est pas un État juste. Il y a aussi, par exemple, dans le cas spécifique de Boko Haram, on a pu constater qu'un groupe comme les Boudouma est majoritairement et principalement représenté dans Boko Haram. Ce groupe-là est un groupe qui est à cheval entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Et dans aucun des pays après l'indépendance, ce groupe n'a trouvé sa place. Donc, il s'est dit, puisque cet État nous marginalise, voilà une forme de contestation de cet État. On va rejoindre cette forme de contestation et ça explique donc la présence des éléments de Boko Haram. Donc, voilà en ce qui concerne les facteurs qui peuvent pousser les jeunes à s'embrigader. Je ne vais pas m'attarder sur la question du financement. Je vais laisser à Boubacar, mon frère Boubacar, la charge d'aborder cette question de financement. Je vais surtout en venir à la question de la réponse, puisque le terrorisme, l'extrémisme violent sont en Afrique et progressent même en Afrique. Ils ont trouvé un terreau favorable parce que les jeunes n'ont pas les moyens, l'État n'est pas bien organisé, la faiblesse des États, le terrorisme est en train de progresser en Afrique. Comment nos pays se sont organisés pour trouver une réponse à cette situation? La première chose, je pense, au tout début, comme quelque chose qui vient par surprise, les pays ont commencé à chercher des réponses nationales. Après, comme on a vu que aucun pays pris isolement, même pas le Nigeria, qui est la première puissance économique, qui compte 200 millions d'habitants, qui a une armée puissante, ne peut régler le problème à lui seul, les pays ont décidé de se mettre ensemble. Dans le bassin du lac Tchad, on a créé la force mixte multinationale, qui est adossée à la commission du bassin du lac Tchad, qui comprend le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Dans le Sahel, on a créé le G5 Sahel à partir de 2014. Le G5 Sahel qui comprend le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad. Donc, on a essayé de construire des réponses sous-régionales en essayant de mutualiser les moyens, en essayant de mutualiser les renseignements. Mais ces réponses-là ont leur faiblesse parce que les États sont obligés de compter sur la charité internationale. L'Union européenne qui participe pour une grande part au financement de ces forces, 100 millions pour le G5 Sahel, 100 millions d'euros pour le G5 Sahel, 100 millions d'euros pour la force mixte multinationale. Donc, il y a cette réponse-là, elle présente aussi des faiblesses. Et il y a aussi des questions de financement de la stabilisation. Là où on a pu stabiliser, il faut pouvoir faire de la stabilisation. Il faut faire des infrastructures, il faut assurer l'accès des populations aux services essentiels de base, l'eau potable, l'éducation. Là aussi, les pays ont essayé de s'organiser collectivement pour trouver la mobilisation. Il reste que le terreau est favorable encore à la progression de l'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad comme au Sahel. On peut voir qu'aujourd'hui, un pays comme le Niger, qui est, comme vous savez, classé dernier dans l'indice du développement humain par le classement qui est fait par les Nations Unies, consacre chaque année 15% de son budget national aux dépenses de sécurité et de défense. Et cet argent-là, il est forcément pris au détriment de l'école, au détriment de l'éducation, au détriment de la santé. Donc, c'est vous dire que ça représente quand même un impact important dans le développement de ces pays-là, des pays du Sahel comme des pays du bassin du lac Tchad. Et ça retarde le développement de l'Afrique puisqu'il faut s'occuper de ça. On ne peut pas faire du développement, on ne peut pas faire des relations commerciales sans pouvoir avoir un minimum de sécurité. Que dire sinon? Est-ce que l'extrémisme violent et le terrorisme vont progresser en Afrique? Je ne serai ni pessimiste ni optimiste, je serai plutôt réaliste. En tout cas, si on ne change pas de paradigme, si on continue avec les solutions qu'on a aujourd'hui, il y a de risques que l'extrémisme violent et le terrorisme se développent en Afrique. Des territoires qui n'étaient pas concernés, comme la République démocratique du Congo, comme le Mozambique, ont commencé à connaître ces réalités et il y a des risques que la métastase prenne comme au Sahel, puisque, comme vous savez, au Sahel, c'est parti de la situation au Nord Mali, ça s'est exporté au Burkina, ça s'est exporté au Niger et aujourd'hui, les groupes terroristes ont un agenda, c'est d'exporter
le terrorisme et l'extrémisme violent dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire à la Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana et dans les autres pays du Sahel. Donc, si on veut en tout cas arrêter cette progression de l'extrémisme violent, il faut aller vers un autre type de solution, voir la solution, une démarche holistique, pas simplement se focaliser sur le tout sécuritaire et militaire. Il faut voir associer le sécuritaire, le militaire et le développement, surtout offrir aux jeunes des perspectives, parce qu'aujourd'hui, pour $50 canadiens, pour $100 canadiens, vous pouvez recruter un jeune et le mettre dans le rang de Boko Haram ou de groupes djihadistes, parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Donc, c'est pour cela qu'il faut continuer à travailler. Je pense que je suis proche de la fin de mes 20 minutes. J'ai dit simplement que la solution est possible, mais il faut aujourd'hui un changement de paradigme. Et si on veut aider l'Afrique, il faut l'accompagner dans la recherche d'une solution holistique, transversale, qui associe le sécuritaire, le développement, l'humanitaire, la formation des jeunes et leur insertion professionnelle. Voilà, monsieur, voilà, Cheikh, ce que je voulais dire en introduction à ce débat. Et s'il y a des questions sur des aspects que je n'ai pas abordés naturellement, je suis prêt à répondre. Merci. Merci infiniment, M. Abba, pour cette excellente présentation qui, en fait, nous met dans le vif de la discussion. Je vais passer, tout à l'heure, nous pourrons poser les questions. Nous avons déjà quelques questions qui sont dans notre boîte de questions et réponses. Nous allons tout à l'heure vous les passer après la présentation de Boubacar. Je passe la parole, Boubacar. Vous êtes le microphone. Voilà. Bonjour et merci Cheikh pour l'invitation. Je remercie le groupe de réflexion sur l'Afrique. Je retrouve mon cher ami Sidik avec son beau chapeau et je suis très heureux d'être là. Donc effectivement, moi je réfléchis beaucoup sur les questions de sécurité et de développement dans l'espace sahélien et avec un focus sur le Mali, parce que depuis quelques années, on peut l'affirmer, le Mali est l'épicentre de la crise sahélienne au regard des différents événements que le pays a connus et continue à connaître. Je suis actuellement au sein du ministère malien de l'administration territoriale où je travaille pour ce département et la MINUSMA en appui au processus électoral qui va arriver d'ici quelques mois. Donc, quand on prend la situation du Mali, effectivement, le Mali est un vaste pays d'Afrique de l'Ouest qui est situé à cheval entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. C'est un vaste pays qui comprend 7 frontières, dont des frontières très importantes avec l'Algérie. C'est un pays extrêmement pauvre, classé 182e pays sur 189 en termes d'indice du développement humain. C'est un pays dans lequel la pauvreté est très, très, très visible, et qui contraste effectivement avec les richesses naturelles du pays. Parce qu'au Mali, il y a environ 43 millions d'hectares de terres arables, sans compter les quelques 9 mines d'or qui produisent au total 50 tonnes d'or chaque année. La population est majoritairement jeune, environ 63% de cette population, et le taux de chômage officiel est de l'ordre de 10%, mais en réalité, ce taux de chômage dépasse largement ces 10%-là. Et cela rejoint un peu le propos de Sidik, où effectivement ces jeunes-là sont souvent désœuvrés. Quand on prend le cas du Mali est assez intéressant parce que tout part quelque part de cette rébellion qui a éclaté dans le nord du pays depuis le lendemain de l'indépendance du pays, c'est-à-dire en 1960, où les groupes nomades, principalement les Touaregs, se sont rapidement plaints de leur situation dans le pays. Cette ethnie, cette communauté considérait, à raison, qu'elle était laissée sur le bord du chemin et qu'elle vivait dans une extrême pauvreté sans être intégrée dans l'appareil d'État
pour permettre justement à la communauté de se développer. Donc, les différents présidents qui se sont succédés ont traité cette question à leur manière, notamment en employant la force, jusqu'en 1991, où le président Moussa Traoré s'est décidé à signer un accord. Et cet accord de Tamraset, qui a été signé en 1991, n'a pas fait long feu parce que lui-même a été victime d'un coup d'État en mars 1991. Le président Amadou Toumani Touré, qui dirigea la transition, a conduit le processus de signature d'un deuxième accord de paix avec cette rébellion touareg qui prenait de plus en plus d'importance. Et à partir de là, il y a eu la signature de ce deuxième accord qui n'est autre que le pacte national en 1992, juste quelques mois avant de passer le pouvoir au premier président démocratiquement élu, à la personne du président Alpha Oumar Konaré, qui a ensuite organisé une célébration de la signature de ce pacte national. Donc, de manière peu pragmatique, cette rébellion, la gestion de la rébellion, a été menée par ces pouvoirs successifs qui ont d'abord intégré en masse la communauté touareg nomade dans la sphère de décision de l'État, mais on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un processus qui visait beaucoup plus à acheter la paix que de construire de véritables projets de développement. Donc, durant cette période, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été remis ici et là pour tenter d'arriver vers cette paix. Ça n'a pas marché puisque la rébellion a encore éclaté en 2006, ce qui a conduit justement à la signature d'un autre accord appelé les accords d'Alger en 2006, sous le président Amadou Toumani Touré qui s'était représenté en 2002 pour officiellement devenir président en faisant valoir ses droits à la retraite au sein de l'armée. Donc 2006, avec la signature de cet accord, les choses ne se sont pas calmées et les hostilités ont progressivement repris et se sont amplifiées avec l'effondrement du régime libyen en 2011 et ces attaques violentes qui ont tout de suite commencé dans le nord du Mali dès janvier 2012 avec l'attaque du camp militaire à Aguelok où une centaine de soldats maliens avaient été égorgés et les images ont été diffusées un peu partout. Donc, concomitamment, il y a eu un autre coup d'État qui a renversé le régime du président Amadou Toumani Touré et qui a d'ailleurs amplifié la crise parce qu'à la rébellion s'est ajoutée cette crise institutionnelle et de plus en plus l'implication des groupes terroristes identifiés, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui prenait de plus en plus ses quartiers dans les régions du nord du Mali. On a le Moujao qui a aussi pris ses quartiers et un nouveau groupe créé par un Malien, Yad Agali, du nom de Ansareddine, qui a aussi pris ses quartiers dans ces régions-là et notamment dans la zone de Kidal. Donc ces trois groupes vont se mettre ensemble, en plus de la rébellion Touareg du MNLA, du mouvement national de libération de l'Azawad, ils se sont tous mis ensemble pour combattre l'armée malienne qui était complètement déstructurée suite au coup d'État. Et très rapidement, ces groupes-là vont prendre le dessus. Et il va rapidement se poser un problème de cohabitation entre la rébellion Touareg et les autres groupes, les groupes terroristes à caractère religieux, qui vont tout simplement affirmer leur volonté de mener un djihad, non pas seulement au Mali, mais partout en Afrique, en commençant par le Mali, tandis que le MNLA, la rébellion Touareg, demandait tout simplement l'indépendance de la zone, c'est-à-dire des trois régions du nord du Mali. Donc, ce problème de cohabitation va se poser. Les groupes terroristes vont très rapidement prendre le dessus sur le MNLA, dont une frange va même rejoindre justement ces groupes terroristes-là, qui vont affirmer leur suprématie sur les trois régions du nord, à savoir Tombouctou, Gao, Kidal, qui représentent au total 75% des 1 241 000 km² du territoire malien, c'est-à-dire une très grande
majorité du territoire malien va tomber entre les mains de ce groupe terroriste. Et rapidement, on l'oublie souvent, ce sont d'abord les Africains qui se sont mobilisés sous l'égide de la CEDEAO avec la mise en place rapide de la MISMA, de la Mission internationale de soutien au Mali. Et pour des questions de moyens et de logistique, cette mission va être récupérée pour en faire la MINUSMA, la mission de l'ONU, à travers la résolution 2100 de janvier 2013. Et dans la foulée, il va aussi y avoir l'intervention Serval, l'intervention française Serval, qui va chasser les groupes terroristes des 3 régions du nord du Mali pour progressivement installer les autorités maliennes. Mais il y a tout de suite un hic qui va apparaître. Les 2 régions, à savoir Gao et Tombouctou, dès leur libération, ont été confiées rapidement aux autorités maliennes. Mais le cas de Kidal, qui est l'épicentre justement de la rébellion Touareg et qui est la principale zone réclamée par les Touaregs, ne va pas être remise. Cette région ne sera pas remise aux autorités maliennes, mais l'armée française va réhabiliter quelque part la rébellion Touareg sous le prétexte que ce sont des guerriers aguerris qui connaissent la zone. Et donc, l'armée française va commettre l'erreur justement de traiter avec une rébellion au détriment d'un pouvoir central. Donc, à partir de ce moment-là, les choses vont se compliquer. Les citoyens maliens, l'opinion publique malienne va commencer à se dresser contre la France et les autorités vont aussi commencer à exprimer quelque part leur mécontentement. Mais bon an, mal an, les uns et les autres vont avancer dans la direction des négociations parce qu'il y avait déjà eu des accords préliminaires qui avaient été signés à Ouagadougou. Ensuite, il va falloir amplifier ces négociations pour permettre justement au prochain président élu, puisque nous sommes en transition suite au coup d'État de 2012, qui prendra le relais afin de signer des accords définitifs. C'est dans cette foulée que sera élu en septembre 2013 un nouveau président en la personne de M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait promis justement 60 jours après l'installation de son gouvernement d'entamer les négociations en vue de la signature d'un accord. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le président a pris trop de temps et les accords ont finalement été signés en 2015. Donc, après plusieurs massacres, plusieurs affrontements. Et donc, ces accords vont être signés à Bamako sous le parrainage de l'Algérie. Mais entre-temps, les groupes terroristes présents dans le nord du Mali ne sont pas restés les bras croisés. Ils se sont organisés et on a vu la naissance justement de plusieurs organisations et notamment d'une organisation puissante qui va être appelée le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans sous l'égide du Malien Yad Agali qui était à la tête d'Ansar Eddine. Il va réussir à fédérer plusieurs groupes terroristes sous l'égide justement de ce nouveau groupe. Parallèlement, on verra aussi l'implication progressive de l'État islamique au Grand Sahara. Donc, ces 2 principaux groupes vont s'installer dans une partie du pays et vont continuer à mener des massacres, non pas sans rivalité entre eux. Les 2 groupes se détestent. Donc, quelquefois, il y a des affrontements entre eux, mais les 2 continuent à combattre l'armée malienne. Et donc, c'est ce qui va faire que pendant des années, on aura un bilan très lourd où des soldats maliens mourront par centaines, la population civile également. Et le conflit va progressivement se déplacer vers le centre, parce que dans le centre, il y a une katiba, la katiba du Massina, qui est sous l'égide de Yad Agali. Cette katiba-là est aussi dirigée par un Malien du nom de Amadou Koufa, qui est de l'ethnie Peul. Et donc, la présence de cette katiba et les attaques qui vont se poursuivre dans cette zone du centre du Mali vont aussi provoquer la naissance d'affrontements intercommunautaires. Parce qu'à la suite de ces attaques-là, les ethnies présentes dans la zone vont constituer des milices d'autodéfense
et ces milices-là vont s'organiser pour combattre ceux qu'elles estiment comme étant des ennemis. Et donc, il va y avoir des affrontements particulièrement meurtriers, principalement contre les Peuls et contre les Dogons, qui sont les ethnies majoritaires de la zone. Donc, les deux vont s'affronter. Les Dogons vont accuser les Peuls d'être à la solde de la Katiba de Amadou Koufa, étant lui-même Peul, et les Peuls vont aussi se sentir dans l'obligation de se défendre. Et donc, quelque part, les groupes terroristes ont réussi à créer une certaine anarchie dans cette partie essentiellement stratégique du Mali. Je rappelle qu'on appelle le centre du Mali le poumon économique du Mali. Et donc, en déplaçant le conflit vers cette zone-là, les groupes terroristes arrivent justement à prouver aux populations civiles qu'ils sont puissants et qu'ils ont la latitude de se déployer là où ils le veulent. Donc, progressivement, il va y avoir un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que la population va commencer à dénoncer la présence internationale. Du fait que la MINUSMA, avec pratiquement ses 12 000 militaires et policiers présents sur le sol malien, la France qui déploie l'opération Barkhane, la force conjointe du G5 Sahel, plus l'armée malienne, n'arrive toujours pas à venir à bout de ce groupe terroriste. Donc, il va y avoir des rumeurs sur un possible soutien de la communauté internationale au groupe terroriste. Le sentiment antipolitique français va augmenter et il y a d'autres problèmes qui vont aussi émerger, notamment le problème de gouvernance. Les populations vont commencer de plus en plus à dénoncer la grande corruption qui gangrène l'administration malienne et certaines populations, de ce fait-là, par la rupture de la confiance, vont aussi se déplacer pour aller vers ces groupes terroristes qui, selon certains, rendraient justice mieux que les institutions officielles. Et cela va permettre justement à ces groupes-là, à certains endroits, d'étendre leur influence et de se déployer dans des zones où ils n'étaient pas présents. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une compétition de plus en plus acharnée pour avoir le monopole sur la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, une zone d'environ 300 000 km², avec une population estimée à 7 millions, essentiellement des agriculteurs, pêcheurs ou autres. Donc, cette zone-là qui est une zone aussi très stratégique de passage en termes de trafic. Et donc, comme Cédric m'a chargé de parler un peu du financement, il faut rappeler qu'à ce jour, il n'y a pas eu de preuve démontrant le financement de ce groupe-là par un pays identifié. Ce que nous avons pu remarquer, c'est que la première source de financement, c'est d'abord les raquettes. Ce sont ces raquettes-là au sein de la population où les populations sont obligées de payer régulièrement leur contribution à leur effort de guerre. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de vols de bétail dans cette zone-là, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, ce sont des pays qui ont un cheptel très important. Donc, le trafic de bétail, mais il y a aussi le paiement des droits de passage, parce que ce sont des routes très fréquentées par les contrebandiers et les trafiquants de drogue. Et donc, tous ces trafiquants-là payent justement ce droit de passage qui constitue des sommes très importantes. On n'a pas aussi pu identifier une relation directe du trafic de drogue qui financerait directement les groupes terroristes. On n'a pas identifié un groupe terroriste qui est plongé dans le trafic de drogue, mais tout simplement, quand une marchandise se présente, en général, ils ne prennent pas le soin de savoir ce qu'il y a dedans. Ils ont des tarifs fixes pour les chargements et ce sont ces tarifs-là qui sont payés. Ensuite, ce qui peut aussi prêter à confusion, c'est le fait que dans certains pays, notamment du Golfe, où des personnes privées très riches décident d'adhérer à une cause pour la défense d'une tendance de la religion musulmane, peuvent décider à titre privé de soutenir, de financer
ce groupe-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas de preuves qui pourraient incriminer un État qui financerait directement les activités terroristes. Donc, globalement, quand on regarde, la situation est devenue une situation très confuse, à l'image du théâtre malien. Sur le théâtre malien, pour récapituler, quand on fait la somme des forces présentes, des forces chargées de lutter contre les groupes terroristes, nous arrivons à peu près à 50 000 militaires, parce que l'armée malienne, c'est entre 20 000 et 30 000 hommes, la MINUSMA, plus de 10 000 hommes, sans compter l'opération Barkhane, actuellement 3 000 hommes au Mali, mais 5 100 dans le Sahel, sans oublier les autres partenaires, le G5 Sahel qui prévoit de mettre 5 000 hommes sur pied. Donc, il y a une masse très importante de militaires engagés dans cette lutte. La deuxième chose, ce sont les moyens technologiques qui existent du côté des partenaires qui viennent aider justement l'armée malienne. Donc, partant de là, la population ne comprend pas jusqu'à présent pourquoi l'ensemble de cet impressionnant dispositif n'arrive pas à rétablir la sécurité. Ça, c'est le premier point qui a constitué un certain doute, qui a placé un certain doute vis-à-vis des forces internationales qui, selon l'opinion publique, ne seraient pas là pour l'intérêt des Maliens, mais pour leurs propres intérêts. Ensuite, la deuxième chose, c'est la gouvernance interne. Pendant les 7 ans du dernier régime, le pays est allé de scandale en scandale, des scandales de détournement de fonds au sein de l'armée, des scandales de corruption, chiffrés à plusieurs milliards. Et très concrètement, cet état de fait a marqué une rupture de confiance à un certain niveau. Et puisqu'il s'agit du Canada, c'est le Canada qui a été à l'initiative de créer au Mali le bureau du vérificateur général face à l'ampleur de la corruption. Et même ce bureau du vérificateur général identifie, dénonce, mais n'a pas de pouvoir pour traduire les accusés, les coupables devant les tribunaux. Donc, ça pose un problème. Ensuite, il y a un autre fait, c'est effectivement le fait que dans le pays, la population soit majoritairement jeune et que cette jeunesse ne trouve pas des emplois. Ça pose un énorme problème. Et là encore, la communauté internationale est pointée du doigt. L'Alliance Sahel a annoncé un investissement d'environ 11 à 12 milliards d'euros pour financer 800 projets dans le Sahel. Mais je peux vous assurer qu'il est très difficile aujourd'hui de montrer à l'opinion publique de cette zone-là des projets montés ces dernières années qui fonctionnent bien et qui ont permis la reprise d'une vie normale dans telle ou telle zone. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'en connais pas. Donc, il y a cette notion de se poser la question où va aussi l'argent qui est dédié au développement, sachant que quand le G5 Sahel avait été mis en place, il y avait une certaine unanimité, et tout le monde est d'accord là-dessus, du fait que la solution militaire ne réglera pas le problème. La solution militaire peut participer, mais lors de la mise en place du G5 Sahel, par exemple, il était prévu que l'aspect militaire n'allait prendre que 17% du processus et que les projets de développement allaient prendre 69%. Ce n'est pas le cas. L'aspect militaire a pris le dessus et cette erreur-là continue. Aujourd'hui, pour terminer, j'ai épuisé mes 20 minutes, tant que les projets de développement ne seront pas mis en avant, tant que la gouvernance ne sera pas de qualité, il n'y aura pas de paix. C'est très clair. Et il faut que la communauté internationale joue franc jeu, que la gouvernance soit une gouvernance de très bonne qualité et qu'il y ait une volonté affichée de lutter efficacement contre la corruption. Je vous remercie. Merci infiniment, Boubacar, pour cette excellente et très profonde présentation, surtout sur le clin d'œil que vous lancez sur la situation en matière de transition au Mali et la mise à jour sur certaines statistiques et les faits concrets tels que nous pouvons les constater aujourd'hui.
Nous avons quelques questions que je vais devoir peut-être mettre ensemble. Et la première question, je vais vous la poser. On nous dit qu'il y a eu 15 coups d'État. Depuis 2010, il y a eu plusieurs coups d'État en Afrique. Et 15 qui ont été, enfin 23 coups d'État dans l'ensemble, 15 qui ont été réussis, dont 5 au Liban et 3 au Soudan. Est-ce que vous pensez que ces coups d'État ont une certaine sous-tendance extrémiste? Est-ce que l'extrémisme et le terrorisme qui règnent dans la zone sont un facteur qui contribue à ces coups d'État? Non, je pense que, en tout cas pour le cas du Sahel, ce n'est pas le cas, et heureusement. Le Mali a son 4e coup d'État, 68, 91, 2012 et 2020. Le problème, c'est que quand nous prenons le dernier coup d'État en date, c'est lié au problème de gouvernance. Le problème de gouvernance, on s'est rendu compte de plus en plus que ce processus démocratique qui a été mis en place depuis plus d'une trentaine d'années n'a pas tenu ses promesses. Quand vous faites un sondage, et je le fais régulièrement au Mali ici, la majorité des personnes vous diront que c'était mieux avant. C'était mieux avant la démocratie. Et il y a une certaine unanimité pour dire que cette démocratie a été un échec. Cela ne veut pas dire qu'il faut jeter la démocratie à la poubelle, mais qu'il y a vraiment nécessité à revoir les bases de cette démocratie, parce que toutes les promesses qui avaient été faites avec l'arrivée de la démocratie n'ont pas été tenues. Les inégalités se sont creusées, la pauvreté s'est exacerbée, l'insécurité, nous en parlons là, et tous ces phénomènes-là n'étaient pas connus avant. Donc, c'est vraiment le problème de gouvernance qui est à la source de ces situations de coup d'État. Je confirme rapidement ce que Boubacar a dit. Dans le cas du Niger, où il y a eu 4 coups d'État depuis l'indépendance, 1974, 1996, 1999 et 2010, les coups d'État étaient liés à des questions de gouvernance, de blocage institutionnel, de risque d'incompréhension. C'est plutôt ces facteurs-là qui ont entraîné des coups d'État. Et les derniers coups d'État qu'on a enregistrés, les 2 au Mali, le coup d'État en Guinée et puis le Tchad où le président est décédé. Dans tous ces cas, c'est plus de questions de gouvernance, de questions de respect de la démocratie, de confiscation de la démocratie qui ont été à l'origine des coups d'État. Merci. Une deuxième question. On nous dit ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'attaques djihadistes dans la zone dite des 3 frontières, Burkina, Niger, Mali. En quoi expliquez-vous ce regain? Et à cela s'ajoute évidemment, je voudrais donner la précision, nous avons, après la neutralisation par la France du chef du groupe djihadiste État islamique du Grand Sahara, je parle de Walid al-Sahawi, on aurait tendance à croire que, bon, ça va baisser. Mais est-ce qu'il faut plutôt croire que nous avons une recrudescence de la violence extrême, de l'extrémisme? Est-ce qu'on peut croire que le terrorisme se régénère? Je ne sais pas si Boubacar prend la main ou je la prends et il la complète. Ce que je sais, il y a eu avant Abu Annal al-Sahraoui de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, Droukdel de ACMI, qui a été du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans maintenant, qui a été tué en 2020 par la France. D'autres chefs djihadistes ont été tués. Et les groupes terroristes dans cette zone ont développé une capacité de résilience qui fait que même si vous éliminez un chef, il y a un autre sous-chef qui va prendre sa relève. Donc, la solution n'est pas d'éliminer simplement les chefs. On élimine les chefs, peut-être que ça peut avoir un impact moral puisqu'il a disparu, mais du point de vue de l'organisation opérationnelle de ce groupe, le fait d'éliminer un chef ne suffit pas à mettre fin à la situation, à la persistance des activités de ce groupe. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question,
Dans la zone des trois frontières, effectivement, à la fin de l'année 2019, on a eu les attaques spectaculaires d'Inates, de Chinagoder au Niger, où les postes avancés de l'armée ont été attaqués. Mais les groupes ont changé un peu de paradigme. Ils se sont beaucoup attaqués ces derniers temps aux populations civiles. Avec, de mon point de vue, un agenda, c'est chasser les populations civiles et avoir un territoire libre où ils peuvent opérer avec beaucoup de facilité. Et là aussi, nos armées n'ont pas trouvé encore la réponse adaptée. Parce que ces groupes sont ultra mobiles. Ils opèrent avec des motos, ils sont très rapides et malheureusement, nos armées ont des insuffisances en matière de mobilité, en matière de réactivité. Le cas que je connais le mieux, par exemple, celui de Inates, lorsque les groupes djihadistes ont attaqué Inates dans la zone de trois frontières, sur la frontière du côté du Niger, le temps qu'on organise la riposte entre le moment où l'alerte a été donnée, le moment où les militaires sont arrivés, la distance est de 150 km, mais il s'est passé 4 heures. Les groupes ont déjà eu l'occasion de partir. Les routes sont mauvaises, la mobilité n'est pas assurée. Donc, cette faiblesse-là, dans la réponse, dans l'organisation de la réponse et dans l'exploitation du renseignement, explique aussi l'absence de réponse sur le plan militaire et sur le plan stratégique. Et ça peut expliquer aussi la persistance de ces attaques. Je laisse la main à Boubacar, sans doute, qui a des choses à dire sur ce question. Non, je pense que je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. En réalité, l'armée accuse beaucoup de retard, et que ce soit dans le remplacement des chefs de la part des groupes terroristes, que ce soit en matière d'intervention, on remarque que ces groupes-là font preuve de résilience, mais aussi ils sont dans la prospective. Ils savent ce qui pourrait arriver assez rapidement. Donc, ce sont des groupes extrêmement préparés, avec des professionnels, face à des armées qui ne sont pas du tout au point. La réforme du secteur de la sécurité dans ces zones-là n'a pas connu son aboutissement. À la place, nous avons vu des scandales éclater ici et là. Et l'objectif, effectivement, c'est de montrer à la population, c'est d'avoir une certaine adhésion de la population, soit en suscitant la peur, soit en essayant justement de les entraîner d'une autre manière, sachant que dans ces zones-là, c'est le renseignement humain qui est le premier renseignement. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle que soit la sophistication du matériel en termes de renseignement, rien ne pourrait remplacer le renseignement humain. Donc, l'approche avec les populations est une approche extrêmement importante que les armées nationales de ces zones-là n'ont pas encore complètement intégrée. Merci. La prochaine question, elle concerne l'internalisation de Boko Haram. Risque-t-on de passer à une phase de globalisation de ce phénomène, notamment en transportant le théâtre de la terreur dans certains pays européens actifs sur le front du Sahel? Non, dans le cas spécifique de Boko Haram, c'est un agenda vraiment local, l'agenda sous-régional. Boko Haram n'a pas pour projet de venir attaquer la France ou de venir attaquer l'Allemagne ou d'aller attaquer les États-Unis. Leur agenda est vraiment local. Ils contestent l'organisation de l'État et cela est nourri, comme on l'a dit, par le terreau favorable qu'ils ont trouvé sur place. Aujourd'hui, je viens du sud-est du Niger, la région de Difa, où opère Boko Haram, et je suis allé, et c'est ce qui m'a inspiré le livre que j'ai écrit, Voyage au cœur de Boko Haram. La plupart des gens qui partent dans Boko Haram n'ont pas de conviction religieuse. Ce n'est pas la religion qui les motive. Ils n'ont pas de travail. Ils sont assis à la maison, du matin au soir, ils boivent du thé. S'ils ont 500 francs CFA, l'équivalent de 1 euro, ils achètent du sucre, ils achètent du thé, ils n'ont pas d'activité. Et quand Boko Haram vient leur proposer de les rejoindre, ils considèrent ça comme une activité professionnelle, ils y vont. Si aujourd'hui on développe cette région-là, on crée des opportunités d'emploi à ces jeunes-là, ils vont tout de suite quitter les rangs de Boko Haram. Au Niger, entre décembre 2016 et janvier 2020, c'est environ 450 personnes qui ont quitté le rang de Boko Haram pour se rendre à l'État et qui ont pu être formées à la menuiserie métallique, à la menuiserie bois, à la restauration, aux activités maraîchères. Donc,
C'est beaucoup plus cela. Si on résout ça, les gens n'auront pas un agenda, ils n'ont pas d'agenda international. Ce qui les motive, c'est principalement les questions d'intégration, les questions de développement. Et voilà ce qu'on peut dire sur cette question. Oui, mais est-ce qu'on pourrait considérer l'évolution djihadiste que nous constatons présentement dans le Sahel et dans certaines régions de l'Afrique comme étant des prémices à un certain danger d'exportation du terrorisme de l'autre côté de l'océan ou alors en Europe même? D'accord. Cédric, tu prends la main ou... Vas-y, je veux compléter. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il y a le projet de djihad international n'est pas un projet caché. On a plusieurs fronts ici et là, que ce soit du côté de l'Asie, que ce soit du côté de l'Afrique. Et à un certain moment, le rêve, c'est de faire jonction et de parvenir justement à imposer cette vision globale. Ce n'est pas un secret. Quand les groupes terroristes sont arrivés au Mali, ils ont dit justement aux rebelles du MNLA qu'eux n'étaient pas dans une logique de revendication territoriale de type indépendance, qui veulent imposer justement leur vision d'abord au Mali, mais ensuite voir l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique. Donc il y a ces fronts-là qui sont installés ici et là, et quand on regarde justement, il y a AQMI au Maghreb islamique, il y a AQMI international, l'État islamique c'est pareil. Donc ils sont aussi organisés de manière géographique. Donc le projet de djihad international n'est pas un projet caché et ce n'est pas du tout un projet nouveau. Voilà. Non, je suis absolument d'accord. Il y a le projet du califat, avoir le califat. D'ailleurs, lorsque Boko Haram en 2015, mars 2015, a fait allégeance à l'État islamique, tout de suite l'État islamique a sauté sur l'occasion en disant que c'est une expansion territoriale pour nous. Ça confirme notre projet d'avoir une succursale en Afrique de l'Ouest et de là gagner le reste de l'Afrique. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on voit que comme on avait dit, c'était peut-être avant le début de la discussion, si vous voyez, l'intention, l'agenda des groupes djihadistes, c'est d'avoir un axe qui partirait de l'Afrique de l'Ouest avec les groupes du Nord Mali, en Afrique centrale avec Boko Haram, en Afrique orientale avec les Al-Shabaab, en Afrique australe avec ce qui se passe aujourd'hui au Mozambique. Il y a ce projet, cet agenda international d'avoir un axe djihadiste international et qui s'en prendrait à la fois aux intérêts des pays occidentaux. C'est pour ça que il faut dire que la sécurité du Sahel, la sécurité du bassin du lac Tchad, c'est aussi la sécurité du reste du monde. Oui, ça c'est bien dit et ça me fait le pont vers la prochaine question. On nous parle de l'absence de l'État dans certains secteurs, notamment au Mali, mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs qui sont présentement victimes d'actes de terrorisme et de l'influence djihadiste en Afrique. Et que pensez-vous de cette situation? Ça, c'est dans la mesure où dans bien de ces secteurs, les terroristes se sont substitués à l'État. Ensuite, on nous demande aussi si l'approche militaire sécurise en fait l'intervention, nécessite l'intervention extérieure de certains pays qui prétendent pouvoir aider l'Afrique à résoudre les problèmes africains. Alors, on se pose la question de savoir s'il ne serait pas mieux qu'il y ait une stratégie panafricaine avec des ressources appropriées pour s'attaquer à ce phénomène. On nous parle de leadership, ensuite les ressources africaines, une approche panafricaine, au lieu de demander de l'aide extérieure qui cause plus d'instabilité. Bon, effectivement, concernant la présence de l'État, c'est un problème très, très récurrent et un problème qui revient assez souvent. Parce que quand on prend l'exemple, encore une fois, du Mali, dès l'intervention Serval, le président français de l'époque, François Hollande, s'était empressé de venir à Bamako dès février pour dire que la guerre était gagnée, pour dire la guerre est... Ça m'a rappelé un peu la même erreur qui avait été commise
en Irak, lors de l'intervention américaine, où effectivement, George Bush avait aussi déclaré que la guerre est terminée et qu'ils avaient gagné. Donc, dans ce type de situation, quand on arrive à un tel résultat, les problèmes essentiels sont souvent oubliés. Et on s'est rendu compte que les zones qui avaient été libérées par l'armée française n'avaient pas été tout de suite reprises par les autorités maliennes, faute de moyens, faute d'organisation et d'autres problèmes logistiques. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près environ 30 à 40% du territoire malien qui échappe au contrôle effectif de l'État. L'État tente de s'organiser, mais il y a aussi cette désorganisation qui est là parce que tout simplement, il n'y a pas de planification pour aller dans ce sens. Il y a beaucoup de temps qui ont été perdus justement avant de mettre en place ce processus, ce qui fait que l'État n'est pas du tout présent à ce niveau-là. Et Sidik l'avait dit, une fois que l'alerte est lancée pour demander l'intervention de l'armée dans telle ou telle zone, on pouvait attendre des heures, voire des jours, avant que l'armée ne puisse arriver sur zone. Parce que tout simplement, il n'y a pas de relais étatique, il n'y a pas la présence d'un représentant de l'État dans cette zone-là qui puisse permettre à ce que les choses aillent dans ce sens. Ce qui entraîne aussi une autre conséquence, c'est que dans la zone sahélienne, notamment dans les 3 pays, Mali, Burkina et Niger, des rapports de l'UNICEF avaient fait état de la fermeture de pratiquement plus de 750 écoles dans la zone. Et jusqu'à présent, ce processus continue. On voit que les élections présidentielles, les élections globalement sont menées dans des conditions très difficiles. Bref, la population est abandonnée à son propre sort. Et de plus en plus, on remarque que ces groupes terroristes vident purement et simplement les villages auxquels ils s'attaquent désormais. Ils les vident complètement de leur population en toute liberté. Et il y a un autre phénomène, qui est un phénomène encore plus inquiétant, c'est que même dans les zones où la population est présente, cette population-là ne fait pas confiance aux représentants de l'État. C'est-à-dire, les représentants de l'État se sont tellement rendus coupables de mauvaises pratiques que la population locale préférait aller parfois voir justement ces groupes terroristes pour rendre justice que d'aller voir les représentants de l'État. C'est un problème réel et qui existe. Donc, l'absence de l'État, encore une fois, est un problème très important et qui est réel dans ces zones-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'intervention militaire. Globalement, l'approche militaire n'est pas la solution. Que ce soit une force africaine, une force internationale autre, l'apport militaire seul ne pourra pas régler le problème. Il faut obligatoirement aller vers des projets pertinents de développement. La question militaire peut contribuer, mais elle ne doit pas être l'essentiel du processus. Et ça, c'est très important. C'est ce que je voulais dire. Je veux simplement, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Je vais simplement compléter en donnant un exemple très précis de ce que Boubacar a dit. Tout le monde se souvient de l'opération Couleur de Bohama qui a été lancée par le Tchad en mars 2020, où le président Déby, à l'époque, avait pris lui-même la tête de la réponse à une attaque de groupes djihadistes contre son armée qui a fait 90 morts. Et le Tchad avait réussi à libérer un grand nombre d'îles sur le bassin du lac Tchad. Malheureusement, après cette opération, les îles n'ont pas été occupées durablement. L'opération étant passée, les soldats tchadiens sont retournés à leur position initiale, les îles ont été abandonnées et les gens de Boko Haram sont revenus s'installer. Donc, c'est ça le défi. Le défi de la présence permanente de l'État, et l'absence de l'État fait qu'il y a des zones qui sont libres et ces zones-là sont occupées par les groupes djihadistes. Et ça, c'est un vrai défi. La deuxième chose qui a été dite et qui est importante, c'est la rupture de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. On a documenté des exactions contre les populations qui font aujourd'hui que les populations ne peuvent pas renseigner les forces de défense et de sécurité par rapport au mouvement djihadiste. Elles font plus confiance souvent au mouvement djihadiste qu'aux forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est un vrai problème. Si on ne résout pas cela,
on ne peut même pas sur le plan de la réponse militaire avoir des résultats efficaces, a fortiori avoir des résultats efficaces sur le plan de la réponse tout court, parce que le tout sécuritaire et militaire, qui est l'approche qui est privilégiée aujourd'hui, n'a pas donné de bons résultats. Merci de vos excellentes réponses. Vous avez parlé durant vos discussions du fait que nous avons un État fragile. Nous avons des États fragiles, mais aussi nous assistons présentement à la nouvelle notion qui nous parle de la non-existence de l'État. Et ce qui est un fait, et aussi le manque de stratégie économique au niveau de nos États pour soutenir les populations qui sont victimes de djihadisme et de terrorisme. Dans ce cadre, le secrétaire général de l'ONU a récemment, c'est une déclaration du 9 septembre dernier, et dans un entretien avec l'agence France Presse, il a exprimé ses craintes que l'exemple afghan donne des idées à des groupes armés djihadistes au Sahel, en réclamant un renforcement des mécanismes de sécurité dans cette région. Et dans ce contexte, il a notamment déclaré la possibilité de l'installation d'une force africaine de lutte antiterroriste avec un mandat sous chapitre 7, donc prévoyant le recours à la force du Conseil de sécurité des Nations Unies et avec des fonds affectés qui puissent garantir une réponse au niveau de la menace. Et est-ce que vous pensez que ceci serait une solution viable ou il serait plutôt mieux de renforcer les forces africaines, des institutions africaines réellement basées en Afrique pour trouver une solution africaine au problème africain du djihadisme et du terrorisme? Bon, moi je pense qu'il est ressorti de nos exposés que la solution militaire et sécuritaire n'est pas forcément la meilleure. C'est-à-dire qu'il serait illusoire de penser qu'en renforçant le mandat de l'amunissement, en achetant, comme on a vu dans le cas du Nigeria, des hélicoptères de combat, qu'on pourrait mettre fin à cette. C'est clair que pour la stabilité, pour le développement, on a besoin de cette réponse sécuritaire et militaire, mais elle ne peut être efficace que si, et dans le même temps, cumulativement, au même moment, elle est articulée à la question du développement et à la question de la gouvernance. Donc, l'approche que propose le secrétaire général, si elle n'est pas articulée aux questions de développement, parce que même si on apporte la force, si les jeunes peuvent être recrutés pour 100 $ canadiens ou 50 $ canadiens, c'est un vrai problème. Ce n'est pas la force qui peut résoudre ce problème. Et en plus, ce qu'on a remarqué ces derniers temps, et qu'on n'a pas peut-être assez développé à cause du temps, c'est l'endogénisation du terrorisme. Le terrorisme aujourd'hui, quand le terrorisme a commencé au Sahel, c'était les Maghrébiens, les anciens d'Afghanistan qui l'avaient introduit. Mais aujourd'hui, c'est Koulibaly, c'est Traoré, c'est Mamadou, c'est Kouyaté, etc., qui sont les chefs de Katiba et qui sont souvent aussi les combattants de ces Katiba. Donc, le terrorisme s'étant endogénisé à cause de la question du développement, si on choisit simplement la question militaire, c'est clair qu'on risque de passer à côté. C'est pour cette raison que même si on place la force, c'est une revendication des pays du Sahel, c'est une revendication de la France de placer la force du G5 Sahel sous le chapitre 7 pour lui assurer un financement pérenne, c'est peut-être une avancée, mais elle ne suffira pas. Si on veut régler la question, il faut en plus de ça, davantage de solidarité africaine, c'est vrai, mais il faut aussi que la question du développement et la question de la gouvernance soient articulées en même temps. Et c'est pour ça que nous, on plaide pour une solution holistique qui associe tout cela si on veut avoir des résultats. C'est exactement ça. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au Mali, par exemple, EUTM qui est déployé depuis 2013, EUTM s'est déployé avec 26 nationalités différentes pour former l'armée malienne. On a vu, à l'occasion de la visite du Premier ministre à Kidal en 2014, lorsque son convoi a été attaqué et dans sa volonté de riposter, ce sont les brigades qui avaient été formées par EUTM qui ont été déployées. Ça a été un échec cuisant.
Le cas de l'Afghanistan, ce qu'on peut retenir, c'est que, effectivement, c'est aussi le rôle de la corruption dans cet échec de faire émerger une armée afghane. C'est le parallèle qu'on pourrait faire. Aujourd'hui, la réforme du secteur de la sécurité dans ces zones-là est en échec. Et d'ailleurs, quand j'entends souvent dire qu'il faut donner des équipements ou autres à ces armées-là, je dis peut-être qu'on n'a pas beaucoup compris le problème parce que ces groupes terroristes se servent justement dans le matériel de l'armée régulière. Ils ne vont pas systématiquement acheter tel ou tel matériel. Ils se servent dans le stock de l'armée nationale. Donc, encore une fois, c'est quelques personnes, parce que quand on estime leurs chiffres, en face, le nombre de militaires avec les moyens colossaux qui sont là, dépasse 5 fois, parfois même 10 fois le chiffre des insurgés qui sont présents dans le Sahel. Parce que, quelque part, ils ont réussi à avoir l'adhésion des populations à certains endroits qui leur donnent des renseignements, qui leur permettent de se cacher au moment où il faudra. C'est cela que les gouvernements n'ont pas réussi à faire en améliorant la qualité de la gouvernance pour instaurer une confiance entre la population et les institutions. Et deuxièmement, permettre aux militaires d'agir dans ce genre de conflit avec la pratique qu'il faut. Au sein de l'armée, quand on demande aux soldats de la base, il est déployé sur le théâtre d'opération, il ne peut même pas dire dans quel type de conflit il se trouve. Lui, tout ce qu'on lui dit, il faut tirer sur ces personnes-là, quelle que soit la conséquence. Et donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, côté militaire, qu'il va falloir éviter pour donner beaucoup plus de chances au développement. La chance se trouve au niveau du développement. Ce n'est pas une question d'équipement. L'équipement, c'est important, mais ce n'est pas systématiquement important. Et il faut vraiment qu'on revoie la copie en termes de lutte contre la corruption et en termes de renforcement des capacités. Merci de cette autre importante réponse qui nous permet de mieux comprendre certains phénomènes. Nous avons une question qui nous vient qui nous amène un peu vers l'Éthiopie. On nous pose la question de savoir s'il y aurait un lien entre le terrorisme et la situation présente en Éthiopie et si on peut parler d'un État terroriste en Éthiopie. Moi, je ne vois pas de lien, mais je vais laisser Sédic répondre. Je pense que la réponse est tout à fait celle-là. Vous savez que lorsque les Al-Shabaab ont commencé en Somalie, la première armée qui s'était engagée, qui était en ligne de front, c'est l'armée éthiopienne qui a combattu le terrorisme dans cette zone. Et à l'époque, déjà, n'eût été l'organisation efficace de l'Éthiopie, des attentats auraient pu être commis dans les villes éthiopiennes. Aujourd'hui, en Éthiopie, ce qui se passe, c'est plus une situation politique. Comme vous savez, l'Éthiopie est un État fédéral avec plusieurs nationalités. La gestion de l'État, le fait qu'il y ait des frustrations ici et là, a créé cette situation interne en Éthiopie où il y a des affrontements intercommunautaires à grande échelle. Mais ça peut être exploité. Ce type de situation peut être exploité par le groupe djihadiste, mais ça n'a pas de lien avec le terrorisme. C'est plus de questions politiques, de démocratie et de gouvernance qui se posent en Éthiopie aujourd'hui. Dans le cadre du Mali, la communauté Peul est souvent indexée comme étant une communauté qui serait d'alliance et de connivence avec les djihadistes et les terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une accusation juste ou injuste? Non, c'est injuste. Aujourd'hui, là où il y a eu confusion, une certaine confusion, c'est le fait que Amadou Koufa est issu de cette ethnie et que sa katiba est appelée la katiba du Massina. Et tout le monde se rappelle justement de l'empire théocratique du Massina qui avait été mené justement par Amadou Sékou qui est aussi Peul. Et donc, à partir de ce moment-là, les groupes terroristes ont aussi joué en soufflant un peu sur les braises pour créer une sorte de confusion. Parce que
voilà, l'objectif, c'est vraiment de mettre en place une certaine anarchie. Et donc, ça crée un amalgame du côté Peul, dans la mesure où, dans cette zone-là du centre du Mali, où on dit souvent que les Peuls qui y sont ceux qui renseignent, qui amènent le renseignement auprès de Amadou Koufa, qui est leur parent. Donc, en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut amplifier, que quelques peuples soient impliqués, on peut comprendre, mais il y a aussi d'autres ethnies qui sont au sein de cette katiba, qui n'est pas une katiba exclusivement peul. Donc, quelque part, il y a aussi la propagande djihadiste qui souffle sur les braises au moment voulu pour essayer de créer la confusion. Sinon, voilà, les peuls, globalement, ne sont pas djihadistes, loin de là. Tout à fait, je partage l'analyse de Bakar. Les groupes djihadistes ont intérêt à amplifier, souffrent sur le braise, à amplifier le conflit intercommunautaire, à créer des amalgames. Parce que plus les populations vont s'affronter, moins l'État sera faible et plus eux, ils pourront s'engouffrer dans la brèche pour continuer à faire ce qu'ils font. C'est pour cette raison qu'il y a cette volonté d'amalgame, de généralisation en disant oui, c'est les Peuls, oui, c'est les Dogons, oui, c'est les Kanouris, oui, c'est les Boudouma, etc. C'est un agenda djihadiste et c'est leur intérêt de créer ce sentiment qui n'a rien à voir. Il y a des Peuls qui ne sont pas djihadistes. Il y a même des Peuls qui ont été tués par les groupes djihadistes. C'est ça prouve que vraiment, on ne vient pas pour dire est-ce que vous avez votre carte d'identité. On regarde si vous êtes Peul, mettez-vous de côté. Non. Quand ils viennent dans le village, ils tirent sur l'État, ils peuvent tuer des Peuls. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas dire que, voilà, que les Peuls sont djihadistes et que tous les Peuls sont des partisans de Koufa. Merci de la réponse. Nous allons passer quand même maintenant à la précieuse question du financement du terrorisme. Et nous avons parlé, vous avez parlé brillamment d'ailleurs, vous deux, disons, de la microéconomie qui sert au financement du djihadisme et aussi du terrorisme dans cette région. Je voudrais plutôt me pencher un peu sur les activités de trafic international de la drogue. Vous vous rappellerez certainement de cet avion en 2009, en novembre 2009, qu'on a appelé cargo narco. Cargo narco qui venait de Venezuela, atterri au nord de Gao et puis aurait déchargé une quantité importante de drogue et puis l'avion ne pouvait plus redécoller. Ça s'est fait exploser. Il y a eu des communiqués de l'Agence internationale des Nations Unies à Dakar dans ce cadre. Est-ce que vous pensez que quelque part, soit par collusion, par opportunité ou alors par droit de passage, nous assistons à une contribution forte du narcotrafic pour le financement du djihadisme et du terrorisme en Afrique? Je laisse la main à Boubacar qui a déjà introduit la question et je viendrai compléter. Oui, effectivement, il y a eu cette affaire dite d'air cocaïne que tu rappelles à juste titre, Sidik. Air cocaïne, effectivement, on est même étonné que l'affaire se soit arrêtée en cours de route. En réalité, quand on regarde le trafic de drogue dans cette zone, les groupes terroristes ne sont pas directement impliqués. Ce sont les barons locaux. Au Mali, il est arrivé de voir même des élus locaux qui étaient impliqués dans ce trafic-là. Une réalité, c'est que dans cette zone-là, quelque part aussi, si l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans s'affrontent, c'est aussi pour contrôler les points de passage, qui sont des points de passage aussi très, très sollicités pour acheminer la drogue du côté du Moyen-Orient et pourquoi pas du côté de l'Europe, sachant que géographiquement,
quand on regarde le nord du Mali, on peut dire que cette zone-là est à moins de 2 à 3 heures de vol des premières côtes européennes. Donc, ce sont des endroits qui sont très sollicités en termes de droit de passage. Maintenant, que des barons locaux, que des sympathisants de la cause djihadiste terroriste soient impliqués, cela n'est pas exclu. Mais dire qu'un groupe qui est identifié et qui se finance exclusivement du trafic de drogue, en tout cas à mon niveau, je n'en ai pas identifié. Il y a cette fameuse situation de droit de passage et peut-être de certains sympathisants qui veulent aussi s'acheter une paix sociale, une paix vis-à-vis de ce groupe-là, pour qu'on les laisse faire leur trafic. Mais en réalité, quand on prend la zone encore une fois, il est indéniable que depuis un certain nombre d'années, une partie de cette zone-là est devenue aussi une plaque tournante du trafic international de drogue. C'est tout à fait exact. On a pu effectivement établir qu'il y a des chemins de la drogue qui partent à partir du Nord Mali, la région de Tombouctou, qui montent par le Niger, qui rentrent au Maghreb, que ce soit l'Algérie ou la Libye, et qui remontent jusqu'à l'Europe. Et de ce fait-là, il y a eu des spécialisations. Il y a des personnes qui sont chargées d'escorter. Il y a les barons eux-mêmes qui sont peut-être pas des ressortissants de la région ou qui sont associés à des ressortissants de la région. Maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés dans le transport, dans l'escorte, etc. Et tout ça ramène de l'argent. Mais comme a dit Boubacar, on n'a pas vraiment pu documenter que des groupes djihadistes se soient eux-mêmes mis à acheter, à vendre, à transporter la drogue pour faire de l'argent. Mais la perception du droit de passage ou la perception de la sécurisation, ça, ce sont des choses de retombées que des groupes ont pu faire. Mais la question de vendre eux-mêmes la drogue, les groupes djihadistes ne sont pas intéressés parce que ça ne rejoint pas leur discours. Vous savez qu'en islam, on dit que la drogue est quelque chose qui est complètement maudit. Eux qui prétendent défendre l'islam, s'ils le font comme ça ne va pas être porteur pour eux. Donc, ils peuvent prendre l'argent comme a dit Boubacar. Ils ne cherchent pas à savoir, peut-être même qu'ils savent que c'est la drogue, mais eux, ils ne vérifient rien. On leur donne l'argent qu'on doit leur donner. Ils prennent cet argent et les camions passent pour aller là où ils doivent aller. Voilà. C'est une réponse que nous gardons à l'esprit. Je vais vous remercier. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Nous sommes à la fin de ce débat. Nous avons eu beaucoup de questions que nous n'avons pas été en mesure de vous transmettre dans leur totalité. Nous avons essayé de les condenser et de vous les transmettre pour autant que nous avons pu. Et je voudrais simplement, de mon côté, vous remercier, mais aussi attirer l'attention de notre audience que l'extrémisme violent a coûté, d'après le PNUD, l'extrémisme violent a coûté à 16 nations africaines une moyenne de 97 milliards de dollars par an depuis 2017. Aussi, selon l'indice mondial du terrorisme, le terrorisme en Afrique nuit également à la croissance du BIP et aux performances économiques, détourne les ressources financières rares, perturbe les marchés de frontières et entrave le renforcement de l'état de droit. Voilà le concret. Et je voudrais vous remercier et vous laisser néanmoins le dernier mot, s'il vous plaît, en 1 minute. Donc, moi, simplement, ça a été un énorme plaisir de participer à cette discussion. À la fois, comme vous avez dit, il y a un nombre important, mais aussi la qualité de la discussion. Je vous remercie très sincèrement, M. Bangoura, et vous et votre équipe d'avoir pris cette initiative. Et je pense que nous faisons une œuvre commune en essayant d'expliquer, de sensibiliser les gens sur la situation. C'est aussi notre rôle de faire de la pédagogie pour que les gens comprennent que cette situation qui se passe en Afrique concerne aussi le reste du monde et que la sécurité de l'Afrique fait partie de la sécurité internationale. Et vraiment, merci à vous et bravo à Boubacar pour la qualité de l'exposé que nous avons produit en commun. Boubacar. Merci beaucoup, M. Bangoura. Merci à Sidik pour la disponibilité. C'est un honneur et un plaisir. Et nous pensons, effectivement, en tant qu'experts, Sidik et moi, qu'il faut de plus en plus
prendre en compte l'expertise africaine et l'expertise locale pour pouvoir traduire une action concrète. C'est qu'à mener des opérations de terrain, des enquêtes de terrain. Vraiment, ce sont des paroles qui peuvent être utiles, justement, et qui doivent être valorisées et mises en œuvre dans le processus de recherche de la paix. Aujourd'hui, très concrètement, depuis 2013, depuis l'éclatement de ces crises-là dans le Sahel, on remarque que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de solutions ont été proposées, mais en réalité, quelque part, nous rejoignons de temps en temps les populations locales qui ne voient aucune amélioration. Je pense qu'il est vraiment temps que ces paroles-là qui sont dites soient des paroles qui soient valorisées par les bailleurs de fonds et qu'on puisse les mettre en œuvre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à notre audience. Merci Boubacar Salif Traoré. Merci Zaïdi Kaba. Vous nous avez joints de Bamako et de Paris. Oui. Et nous espérons que nous pourrons bientôt nous revoir pour continuer nos discussions parce que tout n'a pas été dit et nous ne pourrons jamais tout dire. Ce n'est qu'un grain de sel et nous espérons que nous avons le Africa Study Group, le groupe de réflexion pour l'Afrique du Conseil international canadien, a pu participer à ce débat et que nous allons continuer à le faire pour attirer l'attention et sensibiliser les populations de notre cher Canada et chère Afrique sur les questions de paix et de sécurité du monde, parce que la paix et la sécurité du monde est une partie intégrante de la paix et de la sécurité dans le monde. Je vous remercie et j'ai eu l'honneur de vous servir aujourd'hui. Merci au nom du secrétariat du groupe de réflexion pour l'Afrique et on se retrouve une prochaine fois. Ce serait malheureusement tout pour aujourd'hui. Bonjour et bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Merci.